Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Vous étiez 75 personnes inscrites. Pour l'instant, vous êtes une trentaine à nous avoir rejoints, vous allez arriver tout doucement, mais de toute façon, un replay sera disponible. Je suis Laetitia Boléa, je travaille pour la NAMACAP. Olivier Cusneau, le président de l'association, qui vous fera un petit mot d'introduction. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Chopinet-Denis, qui est donc professeur de Tai Chi et Qigong, si je prononce bien. Parfait. Simplement pour vous rappeler que la session est enregistrée. Une fois que Monsieur Chopinet vous aura diffusé les présentations et vous aura montré quelques mouvements, vous pourrez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. Vous pourrez également lever la main éventuellement. Je ne suis pas certaine qu'on vous fera apparaître à l'écran pour préserver l'anonymat lors du replay. Et voilà, et je laisse la parole au professeur Olivier Cusneau. Bien, bonjour, bonjour à tous. L'idée, c'était de proposer un, un soutien physique qui puisse être un soutien physique doux en fonction, évidemment, de l'âge et éventuellement des effets secondaires du traitement pour vous tous. C'est pour ça que cette session a été mise en place avec Denis Chopinet, qui est professeur de Tai Chi, et Déborah Brett, qu'on ne voyait pas ici, qui est médecin et qui est également, on va dire, championne de Tai Chi. Et donc, qui sont bien impliqués, en fait, dans les applications médicales du Tai Chi et du Qigong pour les soins de support en général, ou je dirais du maintien de bien-être, d'activité physique, si on ne veut pas parler de soins de support, puisqu'on est évidemment pour du bien-être, à la fois de la prévention et de la prise en charge d'effets secondaires potentiels des traitements. Donc, je vais donner la parole à Denis, qui va vous présenter un petit peu en quoi consiste cette activité, ce qu'il peut vous apporter. Et voilà, Denis, je donne la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je ne vous vois pas, je ne sais pas, mais voilà. Olivier a fait le plus gros me concernant. Donc, je suis enseignant déjà, je suis enseignant tout court parce que je suis enseignant dans l'éducation nationale depuis 2002 exactement. Et puis, en parallèle, j'ai développé une passion qui est devenue une occupation ensuite, le Tai Chi Chuan et puis le Qigong, que je pratique depuis 1999 et que j'enseigne depuis 2008. Voilà. Alors le Qigong, souvent on en a entendu parler, on en a quelques images d'Épinal, de gens qui font des mouvements lents dans les parcs. Parfois c'est du Tai Chi Chuan, parfois c'est du Qigong, et parfois on ne sait pas trop. La différence entre les deux font partie de ce qu'on appelle l'énergétique chinoise. Alors, quand on parle d'énergétique, il n'y a rien de mystérieux ou d'ésotérique. Pour les Chinois, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent le qi, c'est cette énergie que, enfin, nous on traduit par énergie, les Chinois n'aiment pas trop, ils parlent de souffle. Pour eux, le qi, c'est juste la façon de respirer et la façon de conduire le souffle. Le souffle, c'est aussi ce qui nous anime, le souffle vivant, à travers le corps. Alors, le Tai Chi Chuan, lui, c'est une discipline qui s'inscrit dans les arts martiaux chinois, qui a été développée par souvent des militaires, dans les années entre le 17 et puis le 20e siècle, enfin 17 et 19e siècle pour faire court. Le Qigong, lui, existait et préexistait bien avant. On a des traces moins 2, moins 3, moins 4000 sur des poteries, notamment en Chine, de postures dessinées avec des étirements, un bras étiré, ou un bras comme ceci, un bras comme cela, des bras étirés sur les côtés, des gens assis, et voilà, des gens assis comme ceci, par exemple, ou parfois avec un seul bras en l'air. Et c'est quelque chose qui a perduré, puisque la civilisation chinoise, c'est une forme de continuité depuis pratiquement moins 3000, moins 4000. Ça a perduré sous forme de gymnastique. Aujourd'hui, on parle de gymnastique douce. Les Chinois eux-mêmes parlent de gymnastique douce. Ah, Déborah,
Alors, excusez-moi. Voilà. Donc le Qigong, les mouvements viennent parfois des arts martiaux, comme le Tai Chi Chuan. Parfois, ils viennent d'autres obédiences, telles que les philosophies et spiritualités qui viennent soit des monastères tibétains, soit d'autres monastères en Chine, parfois même de l'autre côté de l'Himalaya, des choses qui viennent de l'Inde. Et, aussi, parfois, c'est quelque chose qui s'est développé en parallèle de la médecine chinoise. Donc, tantôt, on aura des Qigong qui sont ce que les Chinois appellent les Qigong médicaux, qui viennent de la médecine chinoise. Donc, à bien différencier médecine chinoise traditionnelle, MTC, médecine chinoise traditionnelle, et médecine occidentale. Voilà, c'est pas la même chose, on ne joue pas dans la même cour, on ne parle pas exactement la même chose. Le vivant n'est pas tout à fait considéré dans la même façon dans les deux types de médecine. Évidemment que les Chinois connaissent la médecine occidentale, ils l'utilisent depuis très longtemps. Chez nous, la médecine traditionnelle fait son chemin depuis des décennies. Parfois, on découvre même le Qigong qui s'implante dans certains centres. Par exemple, moi, j'ai enseigné au centre antidouleur de Chinon, en Indre-et-Loire. Ça vient remplacer un traitement médicamenteux souvent un peu coûteux pour le corps, ou en parallèle de ce traitement. Je dis remplacer parce que le centre médical antidouleur de Chine, le centre, excusez-moi, le centre antidouleur de Chinon est un centre non médicamenteux. Donc toutes les disciplines qui y sont sont des disciplines, on pourrait dire, paramédicales, comme telles que la sophrologie, l'acupuncture, les massages et le Qigong. Voilà. Ce qui m'amène un petit peu à ce que c'est que le Qigong. Alors là, on va commencer, je vais vous projeter un diaporama. On va commencer tranquillement avec une jolie photo qui nous vient directement de Chine. Voilà. Donc là, vous voyez des gens pratiquer. Alors, je vous disais qu'on ne sait jamais vraiment si c'est l'un ou l'autre. Là, il me semblerait bien que ce soit quelques mouvements issus du Tai Chi Chuan. Ce qui complique encore la donne, c'est que parfois le Tai Chi Chuan, enfin, certains Qigong, comme ceux que nous pratiquerons cette année, sont eux-mêmes directement tirés du Tai Chi Chuan. Donc la différence est parfois infime. C'est la finalité qui va vraiment dire si on est en train de travailler l'un ou l'autre. Nous, ce qui nous intéressera, c'est évidemment pas le niveau martial. C'est le côté prophylactique, entretien de la santé, prévention de certaines pathologies, amélioration globale de la santé, remise en forme douce. Et puis on a découvert aussi dans le Qigong un côté légèrement antalgique, c'est-à-dire quelque chose qui est capable d'agir sur la douleur. On a découvert ça récemment, beaucoup d'études sont faites là-dessus. On n'arrive pas encore à expliquer pourquoi, mais on sait que voilà, c'est un peu le grand, on va dire le grand prédicat de la médecine chinoise, c'est on sait que ça marche, mais on ne peut pas l'expliquer souvent. Donc c'est pour ça que les Chinois ont des différents experts qui travaillent activement là-dessus pour dire la médecine chinoise existe, elle a un effet autre que placebo, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer la plupart du temps. Ce que moi j'ai pu constater, donc vous voyez ma tête ici, ainsi que mon pédigré, donc comme je vous disais, je suis enseignant, Tai Chi, Qigong, le centre antidouleur de Chinon où je suis intervenu pendant plusieurs années. Je précise que c'est terminé, le partenariat s'est arrêté quelques années. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc je vous disais, voilà, pratique chinoise. Ça, c'est le type de photos que vous voyez ici. C'est le type d'images que l'on a retrouvées, notamment peintes soit sur des parchemins, soit sur des poteries, et à partir desquelles, parfois, des Qigong perdus ont été retrouvés, notamment celui-ci, qui est l'un des plus connus, c'est les 8 pièces de brocart. Donc, pour les experts en couture, le brocart, c'est une étoffe précieuse. Donc, les mouvements sont en général lents. Qu'est-ce qui regroupe tous les mouvements de Qigong? C'est la lenteur des mouvements, leur répétition. On répète le mouvement plusieurs fois, 5, 10 fois, parfois 6 fois, 9 fois. Les étirements doux qui sont dans le mouvement, on va étirer le corps vraiment en douceur, et surtout, c'est ce que j'explique parfois à mes élèves, c'est comme si on n'étirait pas les muscles, mais qu'on étirait le squelette en lui-même. On étire plutôt la sphère squeletto-tendineuse,
que vraiment la sphère musculaire. Ce qui différencie ça d'une gymnastique douce classique, donc vous avez, voilà, on parle de respiration bien sûr, moi je vais venir sur le côté l'attention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie de la gym du Qigong? Eh bien, c'est l'attention que l'on y porte, la présence à soi, la présence au mouvement, notre capacité à nous centrer ou à nous concentrer sur l'instant, sur le mouvement qu'on est en train de faire. Vous voyez aussi le mot ancrage qui a une grande, grande importance dans les arts martiaux chinois, mais aussi dans le Qigong. C'est-à-dire que les mouvements que l'on fait, même si parfois ils se dirigent vers le ciel, ils prennent toujours, on prend très souvent la métaphore d'une plante, ils prennent leurs racines dans le sol. Voilà. Tous les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Encore une fois, ce ne sont pas des pratiques ésotériques. C'est fermement ancré dans le sol et ça s'étire un petit peu vers le ciel. Il y a ce trait d'union entre la terre, vous m'entendrez parler souvent de terre et de ciel. Et avec nous au milieu comme trait d'union entre l'un et l'autre. Du plus tangible, le plus matériel, la terre, jusqu'au plus intangible, le ciel. Alors, ce que je vous propose, en accord avec la Namaka, puisque nous en avons beaucoup discuté, ce serait 2 fois par semaine, des séances d'1 heure. Alors, on va revenir là-dessus, avec pendant lesquelles vous aurez l'occasion d'une semaine à l'autre de découvrir, de peaufiner, d'améliorer un enchaînement. C'est-à-dire que certaines séances seront suivies, se suivront les unes aux autres, comme on peut suivre une série télévisée, et d'autres seront plus du domaine du ponctuel. Mais globalement, j'aime travailler des séances qui se suivent l'une à l'autre. Si on travaille par exemple les lundis, la séance du lundi répondra à celle du lundi précédent, et ainsi de suite. S'il y a une séance le jeudi, mettons par exemple, eh bien la séance du jeudi suivra la séance du jeudi précédent. Donc si les deux ne travaillent pas la même chose, eh bien la suite du prochain épisode du lundi se fera le lundi suivant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'espère que oui. Enfin, de toute façon, tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de poser des questions. Le déroulé type d'une séance, comme dans toute séance de sport, même si là, il ne s'agit pas, on n'aime pas trop parler de sport en ce qui concerne le Qigong, mais il y a quand même des choses un peu communes. Une mise en route, appelons ça un échauffement. Des mouvements respiratoires qui font partie de la mise en route, si vous préférez. La découverte d'un enchaînement, qui se travaillera au long cours, parfois sur 3 semaines, 1 mois, parfois un peu plus, et un retour au calme. Donc, les enchaînements traditionnels, certains font 5 mouvements, 6 mouvements, parfois 4, parfois 15. Il n'y a pas de norme. Et très souvent, on les travaille l'un après l'autre de façon linéaire, en revenant constamment sur les précédents. Tout en sachant que ces enchaînements n'ont pas été créés au hasard, ni dans leur conception, ni dans le choix qui a présidé à l'ordre des mouvements. On a une véritable évolution sur le corps. On dit qu'un bon enchaînement de Qigong a fait travailler la totalité du corps et la totalité des organes. Alors on va revenir un petit peu sur cette notion-là, qui est plus liée à la médecine chinoise, si vous voulez bien. Tout d'abord, comment se dérouleront les cours? Donc, un lien de connexion vous sera envoyé à l'avance. Vous pourrez pratiquer de chez vous à votre rythme. Et il vous faudra, moi par exemple, je vais disposer d'environ 2 mètres par 3 mètres. C'est bien. Si vous avez 2 mètres par 2 mètres, c'est bien aussi. Sur un sol suffisamment plat et stable. Vous pouvez pratiquer sur la terrasse lorsqu'il fait beau, c'est très agréable. Ce sera mon cas. C'est-à-dire les beaux jours, vous me verrez en extérieur. Le Qigong prend tout son sens lorsqu'il est fait en extérieur. On a l'air frais, même si aujourd'hui il n'est pas très frais. Je déconseille de suivre la séance sur un téléphone, simplement pour la taille de l'écran. Déjà que je ne suis pas très grand, alors en plus vous me verrez encore plus petit. Donc vraiment je préconise plutôt une tablette, voire idéalement, si c'est possible pour vous, un ordinateur. Mais à minima, une tablette, pas trop loin de vos yeux, puisqu'il vous faudra quand même un peu d'espace devant vous. Vous ne pourrez pas être assis devant la tablette, pas toujours. Il vous faudra quand même quelque chose avec un écran susceptible avec une assez bonne définition pour pouvoir me voir dans les mouvements. Je m'approcherai de l'écran pour des mouvements spécifiques lorsque il y a des petits mouvements avec les doigts, je vous les ferai voir de près, bien sûr. J'ai beaucoup pratiqué la visio pendant le confinement lié au Covid-19, donc j'ai une solide expérience de la visio.
Je vous disais, voilà, une activité physique douce qui va travailler et améliorer. Nous, on aime à penser que ça améliore l'équilibre, le tonus, la coordination, évidemment. C'est normal de trouver ça un petit peu difficile, voire déroutant au début, parce que, comme le dirait mon professeur, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et c'est une phrase que nous on reprend souvent, c'est des mouvements qui sont simples, et puis quand on s'y pose un petit peu, quand on s'y penche un petit peu, bien, ils ont tous un petit peu leur gageure, leur spécificité. Voilà. Les effets qu'on a pu constater, et là c'est pas simplement vraiment des documents, mais c'est vraiment moi ce que j'ai pu constater. Donc, je vous laisse prendre connaissance du document. Ce que moi j'ai pu constater dans le public que j'ai la chance de fréquenter, et puis depuis maintenant bientôt une vingtaine d'années, eh bien c'est une forme qui se maintient. J'ai un public souvent assez âgé, avec parfois souffrant, même très souffrant. On a plusieurs cas de cancer, et la personne continue son Qigong puisqu'elle me dit que c'est ce qui la, pour elle, c'est ce qui la, clairement, c'est ce qui la maintient en forme. On a pu constater des effets sur ce qui était la maladie de Parkinson, c'est-à-dire que des gens qui arrivent avec un équilibre très délicat et qui repartent avec une amélioration dont ils tiennent à nous faire part tellement ils la ressentent. Bien sûr, cette amélioration, elle ne va pas durer dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut y revenir. Et ça sera pour la diapositive suivante. Donc, on constate aussi un renforcement musculaire. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle lorsque l'on parle de muscles. Nous, on va distinguer ce qu'on appelle les muscles galbants, ceux qui forment notre corps, l'apparence extérieure de notre corps, et les muscles qui sont les muscles posturaux, ceux qui nous permettent de tenir debout, de faire certains mouvements du quotidien comme se pencher, s'accroupir. Voilà, ces muscles qu'on ne voit pas à l'extérieur, c'est beaucoup sur ceux-là que l'on va travailler. On constate que ça améliore l'endurance. Et le grand avantage du Qigong, je dirais, c'est qu'il s'adresse à tous et il est accessible à tous. Pas tous les Qigong, mais le Qigong en général, il y en a pour tous les goûts. Et nous, on tâchera de faire bien sûr des Qigong qui seront en accord avec vos différentes pathologies et puis votre forme de départ, tout en sachant que vous êtes toujours les mieux placés pour savoir si vous êtes en train de dépasser vos limites ou non. Moi, je ne peux pas être là pour vous dire fais une pause. Ce sera à vous d'être raisonnable, de faire une pause. Je reviens sur une diapositive antérieure. Vous voyez là des gens en train de faire. Alors ça, c'est pas un mouvement, c'est une posture. Nous, ça s'appelle l'arbre de longévité. Tout travail sérieux du Qigong commence par ce travail postural qui consiste à mettre les bras à une hauteur donnée. Là, vous les voyez avec une hauteur au niveau de la poitrine, et très souvent, la hauteur, c'est devant le nombril, donc beaucoup plus bas, un peu plus facile pour les épaules et surtout pour le dos. Donc cet arbre de longévité, s'il n'y avait qu'un Qigong à retenir, c'est vrai que ce serait celui-ci. C'est celui qui travaille qui nous met le plus directement en relation avec le côté énergétique de notre être. Et d'un point de vue santé, c'est peut-être celui qui le plus directement est relié à la santé. C'est tout à la fois un indicateur. Par exemple, au début, on tient 1 minute, et déjà c'est énorme. Et puis, on constate avec satisfaction qu'au bout de 3 semaines, on tient 3 minutes, 4 minutes, et sans plus d'effort qu'au début, même voire moins. Donc, c'est quelque chose qui s'améliore. Vraiment, ça travaille l'endurance. Et oui, alors, oui. Alors, ben non. Ben non, je peux pas. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a Déborah qui tente désespérément de nous appeler. Je dis ça pour Olivier, si vous pouvez l'appeler, parce qu'elle tente désespérément de me joindre par un autre moyen. Voilà. Donc, pourquoi je vous fais voir cette photo? Parce qu'il convient vraiment, même si on fait 1 minute, mais que vous sentez qu'au bout d'une vingtaine de secondes, vous avez tout donné, on arrête. On n'attend pas de faire une forme de malaise ou de développer une tendinite de l'épaule avant d'arrêter, évidemment. Et ce sera vrai pour tous les mouvements. Ça paraît pas grand-chose, mais ceux qui
ceux qui ont essayé savent que cette posture-là, par exemple, elle n'est pas si facile que ça à réaliser au début. Voilà. Donc, ce que l'on a constaté, ce dont on parle souvent quand on parle de ces pratiques de bien-être telles que le yoga et le qigong, c'est l'aspect sérénité, l'influence sur le stress et l'amélioration notable du sommeil. En fait, tout ça, c'est intrinsèquement lié. Si le stress diminue, la sérénité revient. Si la sérénité revient, le sommeil s'en trouve effectivement amélioré. Donc, il y a un peu une relation de cause à effet entre tous ces domaines-là. On dit même que c'est une amélioration de l'humeur. On ne le constate pas toujours. Il y a toujours des jours où on est grincheux. Ça ne saurait résoudre tous les problèmes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va nous emmener vers une forme de lâcher prise. Voilà. On est souvent en prise avec notre mental, une prise assez étroite, et c'est souvent notre mental qui est un petit peu celui qui gère tellement qu'il va jouer parfois ce rôle d'un petit peu de dictateur au sein du corps. Et finalement, c'est le mental qui prend la préséance sur tout le reste. Et on n'est plus en contact avec le reste du corps, avec comment se sent notre corps, comment se sentent nos organes. L'idée du yoga, l'idée du qigong, l'idée de la méditation, c'est de se remettre à discuter non pas simplement avec le mental, qui est souvent une discussion qui tourne en boucle, on l'a tous constaté, mais c'est de se remettre vraiment à discuter avec le corps, de faire des mouvements, non en se comportant comme un dictateur avec le corps, mais de lui permettre, notre corps, de façon un petit peu globale, holistique, nous on aime bien les mots un peu ronflants, de façon un petit peu globale, de reprendre le contrôle et de laisser le mental au second plan. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est-à-dire lorsque le mental accepte de prendre une RTT, quelques jours de congé pendant que le corps fait ses mouvements. Voilà. Les mouvements, quand ils sont faits avec le mental, ils n'ont que très très peu d'effet. Encore une fois, au début, c'est tout à fait normal qu'il y ait une partie d'intellectualisation du mouvement. Elle est nécessaire. Et il ne faut pas s'en vouloir, c'est parfaitement normal. Plus on pratique, plus souvent on pratique, et plus le mental devient secondaire. Voilà. Et donc là, on est plus à l'affût de sensations, qui sont des sensations parfois physiques, que le mental ne permet pas de déceler. Vous voyez ? La régularité, voilà. Je reviens sur ce qui s'est passé, moi, lorsque j'ai travaillé au centre antidouleur de Chinon. Le qigong est accessible à tous, mais son efficacité repose sur la constance. Moi, ce que j'ai pu constater, c'était que des gens qui venaient avec des pathologies assez sérieuses, encore une fois, dans ce centre antidouleur, eh bien, dès que ça allait un petit peu mieux, je les voyais absolument ravis, mais souvent, je ne les voyais plus. Ils venaient me dire que ça allait mieux, et c'était un peu un non-revoir. Alors ça, c'est une conception très occidentale, très occidentalisée de la santé. Bon, si ça va, j'arrête tout ce qui est les efforts pour entretenir ma santé. Le Qigong, il s'inscrit dans la médecine traditionnelle chinoise qui repose sur la prévention et l'amélioration constante au prix d'un effort qui est régulier. Donc le Qigong, si vous pouvez participer aux séances, manquez le moins possible en fonction de votre état de fatigue du moment, évidemment, c'est mieux. C'est vrai que plus vous êtes régulier, plus meilleurs seront les effets, et même, quelque part, plus rapides seront les effets. Ensuite, c'est pas une ordonnance. On ne peut pas dire le Qigong, dans 3 semaines, vous sentirez ça, ça, ça. C'est selon chacun. Ça peut être rapide, ça peut être à moyen, ça peut être à long terme. C'est une école avant tout de la patience. Dans un deuxième temps, après avoir fait quelques séances, pratiquer entre les séances, ça peut s'avérer très intéressant. C'est par exemple ce qui va se faire en Chine lorsque, dans certains services d'oncologie notamment, on pratique un Qigong en parallèle d'une chimio ou d'une radiothérapie. Les médecins vont vous prescrire un Qigong et ils vont vous l'enseigner. Ça se fait dans certains centres d'oncologie, pas tous, en Chine, il ne faut pas généraliser. Et vous allez venir au quotidien, un peu comme au centre antidouleur de Chinon, et on va vous enseigner un Qigong jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Et ensuite, eh bien, vous allez voler de vos propres ailes et puis peut-être le continuer pour vous, chez vous, ou revenir avec un groupe que vous connaissez le pratiquer. C'est comme ça que les Chinois vont le faire. Ils vont s'approprier le mouvement, ils vont s'approprier l'enchaînement, pour ensuite le faire sien et commencer à pratiquer entre les séances.
C'est ce qu'on appelle faire entrer progressivement la pratique dans sa routine quotidienne. Donc je vous disais, voilà, l'idée et le gros énorme avantage du Qigong, c'est le fait qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tout le monde. Bien sûr, toujours à l'écoute de ses propres limitations et son niveau de santé du jour. Être patient sur les effets, être tolérant quant à notre pratique. On n'est pas tous égaux devant notre mobilité, évidemment. Certaines ont un chemin de vie qui a croisé les arts martiaux, le sport, la danse. Eh bien, on va constater que ces gens-là auront peut-être un avantage sur les autres en termes de coordination du corps. Et parfois, il y a des gens qui n'ont fait rien de tout ça et qui sont parfaitement coordonnés et réciproquement. Donc, ne pas l'erreur consisterait à se juger, se dire la première séance, se dire c'est pas fait pour moi. On peut dire c'est pas fait pour moi lorsqu'on en a fait 10, 15, 20 séances et que vraiment on se dit non, je n'y prends aucun plaisir. La notion de plaisir, elle est assez essentielle. Et si vous, effectivement, si le plaisir est là, est au rendez-vous, eh bien vous allez vous rendre compte que le Qigong, tout naturellement, va trouver sa place dans votre quotidien. Parce que ça vous fera plaisir de pratiquer, parce qu'on va retrouver un goût pour le mouvement, si minimaliste soit-il. Il y a un côté harmonieux des mouvements également, je vous en ferai voir quelques-uns tout à l'heure. Donc, si la notion de plaisir arrive, comme par magie, vous trouverez le temps. Parce que c'est toujours où, quand vais-je trouver le temps? Si la notion de plaisir est là, eh bien vous vous rendrez compte que d'un seul coup, comme par magie, vous trouvez le temps pour pratiquer un petit peu entre les séances. Voilà. Donc la douceur et de rigueur, le Qigong, on dit qu'en Qigong, mon premier professeur de Qigong me disait que c'est un sport de fainéant. J'irai pas jusque-là, parce que c'est vrai qu'une certaine régularité est toujours profitable. Mais je crois que ce qu'il voulait dire par c'est un sport de fainéant, c'est qu'au Qigong, on ne force pas, on ne force jamais le corps. Si on a besoin de mettre de la force, on est sorti de l'activité, on est sorti du Qigong. Le Qigong se pratique sans force. Enfin, pour la plupart des Qigong. Certains Qigong d'origine martiale sont des Qigong assez inscrits dans les muscles, mais globalement, les Qigong que moi je vous proposerai sont des Qigong dans lesquels l'effort physique est proscrit. Il ne fait pas partie de la pratique. Voilà, j'en ai terminé avec ce diaporama. Donc, j'ai beaucoup parlé. En parallèle, j'espère que vous avez eu le temps de vous regarder un petit peu les diapositives. Et maintenant, je vais peut-être redonner la parole à Olivier, et notamment, peut-être qu'on va pouvoir passer vous allez recevoir un petit questionnaire. Voilà, donc Olivier, êtes-vous là? Oui, je suis là. Donc, merci pour cette présentation. Euh, je pense que tout le monde a bien compris comment pourraient se dérouler ces séances. Donc, je vous rappelle que leur intérêt est maintenant aussi prouvé scientifiquement. C'est pour ça que on vous le propose sur un plan de support euh, de bien-être dans le cas du cancer de la prostate. Euh, on est ouvert aux questions. Donc, je vais peut-être laisser Laetitia pour gérer les questions. Laetitia, vous voulez que les questions soient posées sur le chat, c'est ça? Alors, on a la possibilité aussi de lever la main. Vous avez un petit bouton dans le menu. Si vous bougez votre souris, vous verrez une icône qui s'appelle lever la main et peut-être qu'on peut vous donner la parole en audio. On peut tester ça. Ou alors, vous avez la petite icône questions-réponses si vous voulez poser des questions. Et on partage peut-être le questionnaire pendant ce temps-là? Je sais pas. On peut faire ça. Donc là, je vais déjà donner la main à Denis J qui veut prendre la parole et je vais essayer donc de lui donner. On va essayer ça. Dites-moi, voilà, normalement c'est bon. Vous pouvez y aller. Ou pas. Apparemment, on Je ne vous vous entends entend pas. pas. Ah, Sinon, il reste non.
la méthode ancienne, donc dans le chat, Chat. questions-réponses, posez votre question. On en a une déjà, donc je vais la regarder. Quelle différence, au pluriel, avec le yoga de Hervé? Bah, ce sont des différences, on va dire, géographiques. Le yoga est indien, le qigong, lui, est chinois. Maintenant, les pratiques chinoises ont beaucoup été influencées par les premiers, par les bodhidharmas qui sont venus d'Inde. Donc, le qigong en, en Chine n'aurait sans doute pas existé sans les pratiques qui existaient en Inde. Maintenant, à l'époque, je pense qu'en Inde, on n'appelait pas encore ça du yoga. Pas plus qu'en Chine, on appelait ça du qigong. Donc, il y avait des gymnastiques qui existaient en Chine, mais qui ont vraiment bénéficié des apports de l'Inde. Donc, géographiquement, l'un est chinois, l'autre est indien. Maintenant, dans les différences, l'image d'épinal qu'on a du yoga, ce sont des postures très souvent faites à partir sur un tapis. Là, il n'y aura pas besoin de tapis. Pas mal de postures au sol ou des postures debout. Le qigong, pour les Chinois, se pratique debout. Quand on est assis, c'est qu'on se repose. Quand on est allongé, c'est qu'on se repose ou qu'on va pas bien. Si tout va bien, alors on est debout. Donc le qigong se pratique debout. Donc déjà, première différence notable. Au qigong, on ne va pas nous demander de tenir des postures. Or, hormis celle dont je vous ai parlé, l'arbre de longévité, hormis cette posture-là, voilà, hormis celle-ci que l'on va tenir parfois 1 minute, 2 minutes, qui est vraiment un travail, je dis à mes élèves parfois, c'est comme quand on branche son téléphone sur le secteur. On est en train de recharger la machine. Le qigong a des mouvements qui seront plus répétitifs. Par exemple, on va répéter un mouvement plusieurs fois. Voilà. Je vais faire un mouvement, une série de mouvements, monter les bras, rapprocher, descendre, et je vais les travailler. En général, il y a une préconisation, 10, 12, 6 fois. Voilà. Au yoga, souvent, on fait un petit enchaînement que l'on répète. Nous, on va répéter le mouvement lui-même. Et on va le répéter au sein d'un enchaînement. Au yoga, on parle de salutation au soleil. Nous, les enchaînements, en général, ils ont des noms chinois plus ou moins exotiques. Et on va travailler chaque mouvement 6 ou 8 fois. Ce ne sera pas l'un puis l'autre puis l'autre. C'est 6 fois le premier, 6 fois le deuxième, 6 fois le troisième. Donc ça, c'est une différence notable. C'est peut-être un peu moins sportif que le yoga également. Les étirements sont beaucoup plus doux qu'au yoga. Et on parle beaucoup plus tôt d'énergétique, ce qu'on appelle par exemple la terre, le ciel, qui sont les deux énergies un petit peu complémentaires dans la cosmologie, on va dire, chinoise, la théorie du ciel et de la terre, du yin et du yang. On va très très vite s'inscrire dans quelque chose qui est beaucoup plus global, c'est-à-dire aller puiser dans la terre, aller puiser dans le ciel et ramener ça vers l'être humain, vers le centre de l'être humain. Donc, on va partager ça avec les Indiens, on va parler d'un centre énergétique qui est ici. Les Indiens souvent empruntent le mot japonais, le hara. Les Chinois ont leur nom pour ça, pour ce centre, le centre du ventre. Les Chinois parlent de Dantian. C'est aussi le centre, là où l'équilibre zéro des forces. C'est notre centre de gravité. Il est placé environ 3 doigts sous le nombril. Et le qigong parle assez volontiers de médecine chinoise parce qu'il s'inscrit en parallèle de l'évolution de la médecine chinoise, là où le yoga, en général, se garde bien de faire le lien avec cette théorie qui existe aussi en Inde, mais auquel il fait beaucoup moins référence. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, je t'interromps. Il y a une question qui dit le lien avec le pilate. Alors le pilate, je connais moins, donc je ne vais pas pouvoir en parler parce que autant parler de ce qu'on connaît. Le yoga, je connais un peu, le pilate beaucoup moins. Le pilate a un côté renforcement tonique plus affirmé que le qigong. Encore une fois, le qigong, les mouvements sont très très doux. Certains mouvements de pilate peuvent être assez engageants pour le corps, notamment pour la ceinture abdominale, où on va gainer. Et c'est quelque chose qui revient au yoga. On gaine. Ce sont des mots que vous n'entendrez pas ou que vous n'entendrez jamais au qigong. On ne va jamais demander de gainer. C'est détendu. Le ventre est parfois un petit peu trop, comme c'est le mien, comme c'est le cas pour moi en ce moment. Mais c'est
Au Qigong, c'est on détend, le corps est détendu. Il n'y a jamais l'idée de gainer le corps, de tendre les muscles. C'est toujours vers un relâchement du muscle qui va progressivement leur permettre de s'allonger, s'étirer, se relâcher. Voilà. Donc beaucoup moins au niveau musculaire. Donc, une autre question qui sont en effet sur les mouvements qui sont spécifiques pour le bien-être de la région prostatique. En fait, je pense que, comme vous l'avez compris, c'est une mise en forme et un effet global qui peut en effet jouer aussi sur le périnée, par exemple, en termes de musculature, de stature. J'en profite pour vous présenter Déborah, que vous devez voir à l'écran. Donc, Déborah a fait sa médecine en Chine. Là, elle est experte également en Tai Chi Qigong. Et je lui ai laissé répondre en fait à une des questions dans le lien qui était de détailler les effets positifs du Qigong. Oui, mais bonjour à tous. Du coup, pour les effets positifs du Qigong, je pense que Denis en a déjà parlé, mais c'est des effets surtout au niveau du bien-être, donc bien-être psychologique d'une certaine manière, parce qu'il y a une forme de relaxation qui est mise en place. Je pense que Denis peut confirmer. Puis après, au niveau musculaire, comme il disait, il y a une forme de relâchement, de relaxation. Donc c'est voilà, c'est des effets plutôt bénéfiques. Et puis après, au niveau du repos après le Qigong, au niveau de l'endormissement, il y a aussi des effets plutôt bénéfiques. Et voilà. Puis après, Denis, tu as aussi une expérience avec les douleurs chroniques. Je suppose qu'au niveau des douleurs chroniques, il y a quand même On l'a constaté. au niveau des tendons, au niveau des muscles et tout ça, et peut-être un peu moins d'inflammation. Donc voilà, ce serait les... On ne sait pas expliquer pourquoi, mais on sait que c'est un rôle antalgique. C'est-à-dire, moi, j'ai quelqu'un qui a une autre pathologie en ce moment, une autre problématique, à laquelle j'ai dit et essaie tel mouvement et qui revient la semaine suivante en me disant là j'ai plus mal. Si je le fais tous les jours, alors je n'ai plus mal. Mais il y a le si je le fais tous les jours qui revient. Il suffit qu'elle arrête 2 ou 3 jours et la douleur revient. Donc c'est surtout pas magique. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la régularité et pourquoi pas dans le plaisir. Voilà. Je Mais pense qu'en effet, il y a l'aspect relaxation qui s'approche aussi de la méditation pendant que l'on pratique ça. Il y a cet aspect assouplissement musculaire et encore musculaire, ostéo-articulaire, je dirais, pour compléter dans le sens où c'est une problématique qu'on a souvent avec les traitements particuliers hormonaux qui donnent des douleurs dans les articulations et c'est aussi pour ça qu'on s'est orienté euh, sur cette pratique parce que c'est une problématique qui revient très souvent. Après, il y a aussi le contrôle de la respiration, hein, qui sur le plan cardiovasculaire, on l'a vu avec l'endurance, qui est important et donc tout ça s'inscrit bien en fait dans les problématiques autour du cancer de la prostate. Il y a une question qui apparaît à l'écran là, euh, qui, de Christian qui dit quelle forme de Qigong pratiquez-vous? Peut-être que Christian alors, est un expert de différents Qigong, je ne sais pas. eh bien, ça va être un peu là comme ça faire une liste. J'en connais une bonne vingtaine. Les plus connus étant le jeu des 5 animaux. On va peut-être pas faire donc là. Voilà, donc la liste, On a on va dire que je connais pas mal de Qigong qui sont parmi les principaux, les plus connus. Et puis j'en connais aussi par-ci par-là quelques-uns qui sont moins connus, qui nous proviennent directement de Chine, voire de Malaisie, qui ont été ramenés par quelqu'un qui est allé là-bas et qui désormais l'enseigne en France. Ou parfois directement des gens que j'ai rencontrés auprès desquels j'ai appris un Qigong qui est pas si connu que ça. Je connais beaucoup par exemple, le Tai Chi Qigong. J'ai parlé du Tai Chi Chuan. Il y a des amoureux du Tai Chi Chuan. Il y a dans les années 80 des médecins et pratiquants de Tai Chi Chuan qui avaient mis au point, je dis 80, c'est peut-être avant, un enchaînement de Qigong qui est issu du Tai Chi Chuan. Donc on a l'impression de faire du Tai Chi Chuan, mais sans le dérouler, sans la complexité du Tai Chi Chuan, par exemple. Donc ça, je le connais également. Je connais aussi des Qigong qui sont made in France, parce que j'ai travaillé avec des maîtres français qui ont créé leur propre Qigong. Donc
Thierry Alibert et Jean-Jacques Galinier, pour ne pas qui sont deux de mes références, dont l'un des deux est mon maître de Tai Chi Chuan, Jean-Jacques Galinier. Voilà. Donc beaucoup de Qigong que je connais, au moins 15 ou 20. Et on pratiquera, par contre, là ce qui pourrait intéresser, c'est qu'on pratiquera pratiquement toujours à partir d'un enchaînement. Beaucoup de professeurs de Qigong vont piocher dans un répertoire, et c'est quelque chose que j'aime moins faire. J'aime pas faire parce que chaque enchaînement a été conçu pour venir avoir une résonance sur l'ensemble du corps. Sur les 7, 8, 9, 10, 15 mouvements, eh bien, on sait qu'on aura traité rate, estomac, rein, vessie, prostate, la prostate s'inscrivant dans le combiné rein-vessie. Donc, on sait qu'on aura traité le tout. Alors que si on pioche, on risque d'oublier une partie. Et le corps, il a besoin, c'est une machine, les organes sont reliés entre eux. Si l'un dysfonctionne, on sait qu'on a un dysfonctionnement sur l'ensemble, qui fait un retenti sur l'ensemble. Donc j'aime bien travailler à partir de cela pour être, entre guillemets, sûr de n'avoir rien oublié. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, j'ai une remarque, une personne qui a levé la main et encore 3 questions. Donc, dans la remarque, c'est n'est-ce pas complémentaire à la méditation de pleine conscience? Je dirais que c'est de la méditation de pleine conscience. Évidemment que c'est complémentaire. Beaucoup de gens, pour des raisons un peu pratiques, pratiquer la méditation, par exemple, comme ça en visio, je trouve, après c'est un ressenti qui est personnel, que c'est peut-être quelque chose qu'on peut s'approprier seul, on peut se faire guider, mais c'est quelque chose où je ne m'estime pas forcément compétent, du moins en visio. Même si je le fais dans mes cours, en visio, j'ai moins mes marques. Aussi, il sera rare que je propose de la méditation. En revanche, oui, c'est complémentaire, et je dirais même, oui, on fait déjà de la pleine conscience lorsque l'on pratique le yoga, lorsque l'on pratique le tai chi chuan, lorsque l'on pratique le qigong. On fait des mouvements en sachant qu'on les fait et en étant à l'écoute de ce qui se passe. C'est exactement le prédicat de base de la méditation. Okay. Je vais répondre juste aux questions parce que je pense qu'on s'était donné 45 minutes. Donc, une question de Dominique qui dit quelle est sa respiration. Mais je pense que ça, c'est en effet dans la pratique et ça fait partie, en effet, de l'enchaînement. Est-ce que c'est compatible avec l'activité d'endurance, marche nordique, vélo? Forcément, bien sûr. Il y a une question sur si on est transplanté rénal. Si on est transplanté rénal, on peut en effet faire cet exercice sans souci. Il y aura peut-être pour les transplants rénaux, on a une activité. Le qigong a parfois des percussions du corps, et parfois pour relancer, pour les reins ayant un rôle central dans la médecine chinoise, vraiment le rôle de la chaudière, celle qui alimente l'ensemble de la. Si on voit le corps comme je sais pas, comme une usine. Bon, la chaudière, c'est les reins. Donc, s'il n'y a pas de chaudière, il n'y a pas de corps. En médecine chinoise, encore une fois. Donc, parfois, on a des percussions locales. Peut-être que celles-ci, elles ne seront pas préconisées, par exemple, sur une transplantation du rein. Ça, on verra. Ce sera à chacun d'adapter. Il y a une autre question sur le yoga du rire, mais en effet, toutes ces pratiques sont compatibles puisque vous l'avez compris, en fait, on est sur une activité progressive et douce et adaptative, en fait, à chacun. On essaiera de pratiquer le rire, mais alors le yoga, c'est pas sûr. Est-ce qu'on peut donner la parole peut-être à la personne qui voulait poser la question et qui nous vient des Antilles d'ailleurs? Donc, petit salut, qu'en pensez-vous? Oui. Donc, j'essaie de vous donner la main si je vous retrouve. Et Non. puis peut-être lancer le questionnaire, parce que je ne sais pas si on... Oui, alors le questionnaire, donc j'ai déjà 17 personnes qui ont répondu sur 40. Moi, je suis à l'aveugle, donc je ne sais pas où vous pourrez le trouver dans votre espace. Donc, Daniel, normalement, je vous ai donné la capacité de prendre la parole. Voilà. Et donc, regardez peut-être dans les icônes, le petit bouton plus, je pense que vous avez sondage. Donc, essayez de regarder un petit bouton plus, sondage, pour essayer d'y répondre et on affichera en parallèle les réponses. Merci. Donc, Daniel. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement, toujours. Ah bon, très bien. Bonjour à Bonjour tous. Daniel. Bonjour. Alors, je voudrais demander à Denis, je voudrais lui poser une question. La Fédération française de karaté a mis en place des formations karaté senior et karaté santé.
Je voulais savoir si dans ces formations, on incluait le Tai Chi Qigong. Si vous le savez. Tout à l'heure, donc bonjour Daniel et bienvenue et merci de votre question. Tout à l'heure, j'ai mentionné deux personnes, donc mon maître Jean-Jacques Galigné et puis un autre maître français de Tai Chi Chuan, de boxe pied-point et de karaté, qui est Thierry Alibert. Alors lui, il est à la fédération et c'est une de ces personnes qui sont extrêmement polyvalentes, soit dans les arts énergétiques et de santé, et soit dans les arts de combat. Donc évidemment que la FFKMA, je crois que c'est ça dont vous voulez parler. Exact. Voilà, la FFKMA, elle a, il y a eu une forme de scission mais alors là, après, on parle des tensions entre les associations et les fédérations qui n'intéressent finalement pas grand monde. Mais pour faire simple, une partie des arts martiaux chinois et des arts de santé, tels que le Qigong, ont trouvé leur place au sein de la FFKMA, et bien sûr grâce à des personnes comme Thierry Alibert. Donc oui, ils sont les bienvenus et c'est venu enrichir la fédération de karaté, puisque désormais, même dans des clubs qui étaient autrefois des clubs uniquement japonais de karaté, eh bien on va voir se développer sporadiquement ça et là du Tai Chi Chuan, du Qigong, parce que cette fédération a intégré ça à son répertoire et désormais elle propose des formations. Donc oui, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait, puisque, voilà. bon, effectivement, je suis pratiquant d'arts martiaux, de karaté depuis plus d'une trentaine d'années, et je suis dans la démarche actuelle de développer des entraînements adaptés, effectivement, aux seniors, adaptés aux personnes qui ont subi quelques handicaps. Donc, c'est pour cela donc, que je me suis inscrit à une de ces formations. Enfin, le calendrier n'est pas encore sorti, mais je m'inscris à une de ces formations et je voulais savoir s'il y avait ce lien avec le Qigong, de la mesure où j'ai également commencé à pratiquer, embrasser l'arbre, les 8 pièces de mon quart. Donc, voilà, je voulais avoir ce complément d'information. Et je sais que je suis pas sûr, mais désormais la fédération de karaté propose même une forme de karaté qui va être un petit peu librement inspiré de ce que les Chinois connaissent comme étant le Tai Chi Chuan, le Qigong, et ils appellent quand même ça le karaté, mais est-ce qu'ils vont appeler ça un karaté senior? C'est vraiment un karaté bien-être qui s'éloigne un petit peu de l'art martial au profit de l'art de bien-être, l'art énergétique. Donc je sais qu'il y a même des formes de karaté qui sont en train de se développer dans ce sens-là. Entendu. Merci pour ces réponses. Voilà, merci. Je pense que Laetitia, on va pouvoir clore cette session. Donc, on a enregistré les réponses. Donc, si vous avez encore 5 minutes, en allant regarder en bas de vos écrans dans le petit plus pour voter sur le sondage. Hein. Ah, je l'ai clôturé du coup. Et normalement, je l'ai partagé, ça n'a peut-être pas bien fonctionné. Oui. Mais en gros, je vais vous donner les résultats du coup à l'oral. Donc, la première question, c'était êtes-vous intéressé par cet atelier de Qigong en ligne? Donc, sur 22 répondants sur 41 personnes. Donc, oui, beaucoup à 82%. Peut-être, cela dépend de l'heure des créneaux programmés à 18%. À quelle fréquence pensez-vous pouvoir participer à ces sessions? 2 fois par semaine, 27%. 1 fois par semaine, 68%. Une fois toutes les quinzaines, 5%. Et puis, la troisième question, c'est quel serait le meilleur créneau pour vous dans la semaine? En matinée, 67%, l'après-midi, 17%, et en soirée, la même chose, 17%. Mais ça mérite d'être creusé hein, par rapport au nombre de Je crois répondants. que ça nous amène, pour nous, ça nous amène des pistes de réflexion assez évidentes. Il vaudrait mieux que ce soit le matin. Pour l'instant, c'est ce qui est Voilà. affiché. Après, peut-être qu'on pourra relancer un questionnaire en interne pour avoir peut-être un peu plus de répondants. Bien sûr, parce que là, c'est un peu à chaud. Oui. Écoutez, je pense qu'on va clore la session pour tout le monde. Donc, merci beaucoup à Denis, à Déborah, à Laetitia Merci à pour vous. cette organisation. Merci à tous les participants. Merci à vous d'être nous Je vois que globalement, il y a quand même un grand nombre de personnes qui sont intéressées par cette activité. Et c'est vrai que si on la propose, c'est qu'on pense qu'elle peut être utile en effet à chacun dans le contexte de l'analyse.
Écoutez, bonne fin d'après-midi Merci à à vous. tous. Et puis, À on revient vers les participants, en effet, pour les propositions de date et d'organisation, afin que ça puisse se dérouler au mieux et pour le maximum. À bientôt. Merci Merci à à vous. tous.